10. Salut à tous, c'est Sully Perfect 10, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la vidéo review de Hell in a Cell, donc qui a eu lieu dimanche dernier. Je suis enfin disponible pour vous faire cette vidéo, hein. J'ai mis un peu de temps, comme souvent, j'en suis navré, mais avec le travail ce n'est pas évident. Donc on va faire cette review comme d'habitude, en procédant dans l'ordre, par ordre d'apparition des matchs, et je vais vous donner mes réactions au fil de l'eau, vous connaissez le procédé. Bien, alors maintenant on va commencer par le kick-off, avec un match par équipe entre Chad Gable et Shelton Benjamin contre les Hype Bros. Alors malgré le peu de suspense que revêtait ce match, comme je vous l'avais indiqué dans ma vidéo pronostic, je dois dire qu'ils ont quand même réussi à me faire douter pendant le match avec plusieurs near falls, notamment de la part de Mojo, qui aura montré beaucoup de résistance. Mais bien évidemment, la friction qui existe en ce moment au sein des Hype Bros a été à nouveau mise en avant lorsque Ryder a tenté son Hype Rider, donc le prise de finition des Hype Bros, mais le move a mis trop de temps à être porté, il y a eu une mésentente, et du coup Shelton Benjamin en a profité pour se dégager de l'emprise de Mojo, aux grandes dames de Ryder qui est venu se plaindre du coup auprès de Mojo, donc on a vu un peu la mésentente qui est revenue sur le ring. Et au final, Gable et Benjamin s'imposent grâce à leur finisher, Gable ayant couvert Ryder au final. Voilà, comme je vous l'avais dit, il y avait absolument zéro suspense avant le match, et il était logique de continuer à alimenter la losing streak des Hype Bros, dont la fin approche de plus en plus, avec peut-être un heel turn de Ryder à la clé, ça reste à voir, sachant que je n'ai toujours pas vu le SmackDown qui a suivi, le dernier SmackDown, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. D'ailleurs, de manière générale, toutes mes réactions porteront uniquement sur le pay-per-view et non pas sur ce qui s'est passé à SmackDown. Donc un match de 10 minutes que j'ai trouvé quand même très correct pour un kick-off, et je lui donnerai la note de 6 sur 10, ce qui est déjà pas mal pour un match de kick-off, c'était très honnête. Et enfin une victoire face en kick-off, il faut le souligner, ça commençait à faire un petit moment, après une bonne série de victoires heel en kick-off. On retrouve les bonnes vieilles habitudes, donc avec une victoire face qui va peut-être permettre à Shelton Benjamin et à Chad Gable de monter progressivement dans le haut de la carte, pourquoi pas, et peut-être se mêler à la lutte pour le titre, on ne sait-on jamais. Et donc on va voir ce qui se passe avec Ryder et Mojo Rawley, parce que là maintenant, vu la longueur de la losing streak, là on commence vraiment à se dire que là la fin n'est plus très loin. Voilà, maintenant on va passer directement à la carte principale. Et bien le match suivant, donc le premier match donc de la carte principale, donc c'était les Usos contre les New Day dans un Hell in a Cell match. Donc c'était déjà un gros morceau pour commencer ce pay-per-view. C'était d'ailleurs le pronostic que j'aurais fait, pour moi c'était le match parfait pour lancer ce pay-per-view, puisqu'il y avait deux Hell in a Cell match dans ce pay-per-view, donc je pense qu'il valait mieux les espacer, donc autant en mettre un plutôt vers le début et un plutôt vers la fin. Et en plus, sachant que voilà, avec les New Day et les Usos, on sait qu'on a toujours du spectacle, on l'a vu en tout cas sur les derniers pay-per-view dans lesquels ils se sont affrontés, donc ça me paraissait le meilleur choix pour lancer ce pay-per-view. Et on peut le dire que le choix fut payant, puisqu'on a eu le droit quand même à un match de 22 minutes, 22 minutes pour un opener. Je me demande à quand remonte le dernier opener qui a duré aussi longtemps. C'est quand même assez rare. C'est carrément une durée de main event là. Et alors après, effectivement, la stipulation aussi y aide bien, forcément, parce que bon, en général, on a rarement des squash match dans des Hell in a Cell. Mais quand même, ça a été très long. À noter donc que c'était Kofi qui était à l'extérieur du ring et que c'est Biggie et Xavier Woods qui ont lutté dans ce match.
Alors le match, il n'y a pas eu de pause. Hein. Directement, on est rentré dans l'art. On a sorti les kendo sticks de partout sous le ring. On a même eu le droit à quelques instruments de musique, hein, des trombones, hein, des Francesca, hein, des cymbales. Et là, on a sorti tout l'orchestre et tout y est passé au niveau des armes. Ça a été très très brutal. Vraiment, chaque lutteur s'est vraiment donné vraiment à 100%. Autant les uns que les autres, hein, les quatre, hein, il n'y en a aucun qui était en dessous à ce niveau-là. J'ai bien aimé la petite phase. On a vu l'un des Usos qui a été complètement coincé dans le coin de la cage par des kendo sticks, hein, qui étaient mis en travers entre deux côtés de la cage. Il y a eu 3 ou 4 barreaux de kendo sticks, et du coup il en a pris plein la gueule. J'ai trouvé ça très original, on n'avait jamais vu ça auparavant. Et en plus on avait un Kofi à l'extérieur du ring qui était complètement impuissant et qui bien sûr ne pouvait pas intervenir. Et puis la cage était fermée, évidemment ce n'est pas un style cage match, donc on ne peut pas passer par-dessus. Donc ça a été vraiment très brutal comme je vous le disais, avec beaucoup de manœuvres, très très risquées même, avec notamment le traditionnel spear, en tout cas le spear entre les deux, la deuxième et la troisième corde de Biggie, là, qui a coincé l'un des Usos contre la cage. Ça a été brutal. Pareil, avec une combinaison des Usos avec Biggie, là, qui s'est complètement fait aussi défoncer contre le grillage. Eu énormément de coups de kendo sticks aussi, avec notamment Xavier Woods qui a été bloqué, menotté contre un poteau, et qui a pris des dizaines de coups de kendo sticks dans les abdos, et du coup en fait Xavier Woods a fini tout le match menotté au final. Il a quand même tant bien que mal essayé de réagir. Il s'en est quand même plutôt bien sorti, hein, même avec les mains prises. Biggie avait quand même réussi à se sauver d'un double splash, hein, des Usos, et enfin Xavier Woods avait sauvé son partenaire au dernier moment, et finalement ça a été du 2 contre 1 sur Xavier Woods, hein, qui était menotté, et en fait au final il était couché, on lui a mis une chaise dessus, et ça s'est fini avec un double splash des Usos sur Xavier Woods, et c'est Jay, si je ne me trompe pas, qui a couvert Xavier Woods pour le compte de 3. Eh bien oui, surprise, enfin demi-surprise on va dire, mais c'est vrai que je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, j'étais parti plutôt sur les New Day. Et bien finalement ils l'ont osé, ils ont recommencé à un changement de ceinture, donc victoire des Usos qui récupèrent à nouveau les titres. Je suis un petit peu surpris quand même, dans la mesure où traditionnellement quand on annonce une fin de rivalité comme ce fut le cas là, on est plutôt sur de la stabilité, donc de la conservation des ceintures. Or là ils rechangent les ceintures, donc alors comme je vous le disais, j'ai pas vu le dernier SmackDown, donc je sais pas s'il y a eu de rematch, mais du coup si nous refont un rematch, ça va être encore un énième match encore entre les deux, mais la rivalité est censée se terminer, donc ça voudrait dire que les Usos les New Day n'auront même pas le droit à un rematch, donc c'est assez bizarre. Je ne sais pas ce que ça prépare. Est-ce que peut-être que ce qu'on a pu voir en kick-off, la victoire de Shelton Benjamin et de Chad Gable va les amener déjà à une chance pour le titre. Ça me paraît un peu rapide, mais pourquoi pas, on verra bien. Voilà, j'avoue que je m'y attendais pas non plus des masses. Alors est-ce que c'est aussi lié à cette news, hein, qui disait que qu'on voulait donner le maximum de titres au New Day, donc du coup qu'ils le perdent, qu'ils le regagnent, qu'ils le perdent et qu'ils le regagnent. Donc là c'est un peu la logique, hein. Donc là ils le reperdent à nouveau, donc c'est peut-être aussi ça l'explication. Donc ça voudrait peut-être dire que les New Day vont récupérer encore les titres d'ici quelques temps. Alors peut-être qu'ils l'ont récupéré dans ce dernier SmackDown, mais comme je vous le disais, je ne l'ai pas encore vu. Donc en tout cas en ce qui concerne l'évaluation du match, je lui ai donné une bonne note, hein. Je lui ai donné un 7,5 sur 10. Ça les vaut largement. Ça a été un très bon opener, brutal. Le public a visiblement bien aimé ce match, quoiqu'il n'a pas été tout à fait satisfait, je pense, puisqu'il a beaucoup souvent, comme souvent d'ailleurs dans les matchs comme ça à stipulation un peu extrême, ils ont réclamé les tables qu'on n'a pas vues.
C'est vrai qu'on n'a pas eu de table et les chaises sont un petit peu intervenues, mais pas tant que ça. C'était surtout un match de kendo stick. C'est peut-être le reproche que je pourrais faire, c'est que dans l'équilibre des armes, on a beaucoup trop vu, je trouve, des kendo sticks. J'aurais aimé un peu plus de variété au niveau des armes utilisées. Cependant, en tout cas, comme je vous le disais, ça a été un match très brutal, vraiment très divertissant, un très bon opener. Franchement, je me suis pas ennuyé et moi j'ai été plutôt enthousiasmé par ce match. Et à nouveau, on peut le dire, un quatrième match donc de pay-per-view pour les Usos et les New Day et un quatrième bon match. Vraiment, on peut le dire, c'est la valeur sûre. New Day Usos, c'est vrai, on peut le dire, on en a marre parce que ils se sont tellement affrontés, mais quand même, il faut le dire, c'est la valeur sûre. Quand on les met dans le ring, on sait qu'il va se passer quelque chose, on sait qu'on va pas s'ennuyer et on sait qu'il va y avoir beaucoup de rythme et beaucoup de manœuvres et beaucoup de suspense, de near falls. Et en général, le public finit par crier "This is awesome". Et d'ailleurs, ils l'ont fait très rapidement dans ce match. Donc franchement, 7,5 sur 10, un superbe opener. Là, franchement, on peut pas rêver mieux comme démarrage. Là, à ce moment-là du pay-per-view, j'étais quand même bien chaud pour la suite de la soirée, on va dire. Donc, très satisfait du match et quelque peu étonné quand même du résultat. Donc match suivant, hein, Randy Orton face à Rusev. Donc un match qui me hypait pas particulièrement, hein, vous le savez. C'était pas une feud vraiment très intéressante et qui a pas été buildée d'une façon très passionnante. Le match, il a été d'une durée vraiment très conforme à ce que j'imaginais, hein, 12 minutes. Donc une durée correcte, mais voilà, ils n'ont pas fait plus et ça m'allait très bien comme ça. En ce qui concerne le match, honnêtement, il n'y a pas eu grand chose. Je pense que c'est du Orton en fait. Je pense que j'ai vraiment du mal avec Orton en fait. La plupart de ces matchs m'ennuient au plus haut point et ça a été encore le cas. Et c'est vrai que Rusev, voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui me passionne, hein. Donc les deux ensemble, franchement, voilà, je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais pas à quelque chose de vraiment divertissant et ça a été le cas. Orton nous a fait du Orton, Rusev nous a fait du Rusev. Il a tenté la Collade et il s'est fait il a tenté vraiment il s'était pris le DDT de la deuxième corde, hein, le spécial de d'Orton. Il a tenté ensuite donc de surprendre Orton avec son accolade et finalement Orton l'a esquivé et lui a porté un RKO qui l'a bien planté au sol et victoire en 12 minutes. 1, 2, 3, hop, terminé. Victoire d'Orton et je vous l'avais dit, malheureusement, hein, ce que je vous avais dit dans ma vidéo pronostic, c'est que Rusev avait absolument besoin de cette victoire, c'était lui qui en avait surtout besoin de cette victoire, mais je ne la sentais pas, je vous l'avais dit, je disais qu'au final, ce serait Orton qui gagnerait, et ça a été le cas. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils veulent faire avec Rusev, c'est exactement comme Bray Wyatt, je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire avec lui. Le gars là, il a l'air déjà enterré, quoi, je comprends pas. Et à quoi ça a servi cette association avec Aiden English là qu'on nous a buildé là, et en plus on nous a remontré les images avant le match d'English là qui chantait, qui parodiait le thème d'Orton, hein, qui lui avait mis qui lui avait ajouté des paroles et qui s'était pris un RKO, hein, dans le SmackDown précédent. Donc le fait de remontrer ces images me laissait penser que peut-être qu'on verrait English dans le match, ou qu'il interviendrait, ou je ne sais quoi. On l'a pas vu du tout. Et Rusev a fait le match tout seul. Il s'est fait battre clean. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'on fait de Rusev? J'ai l'impression qu'en fait, il y a qu'avec Lana que ça marche, quoi. Alors on va pas lui remettre Lana, quoi. Alors on sait jamais, hein. Parce que si ça se trouve, comme l'histoire entre Lana et Tamina, on a l'impression que c'est un petit peu en suspens ou abandonné, on n'en sait plus rien, on sait plus trop avec la WWE, hein, ils aiment bien
lancer des storylines et puis les foutre à la poubelle aussitôt après. Donc je sais pas, hein, peut-être que si ça se trouve ils vont laisser tomber Lana Tamina et puis remettre Lana avec Rusev, hein, j'en sais rien, hein, ou alors carrément, comme il y avait des rumeurs, que peut-être que Rusev va carrément s'en aller de la WWE, hein, puisque je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire avec lui, il y a rien au bout, quoi. Donc il y a pas, il y a rien. Et un autre élément qui m'a un peu embêté, c'est Rusev qui se prend donc un gros RKO, là, bien la tête bien plantée, et quelques secondes après, il suffit de le temps du ralenti, Rusev était déjà au niveau de l'allée du ring, en train de s'en aller, les mains sur les hanches. Mais vends-nous un peu le RKO, Rusev. Reste à terre, reste KO. Enfin, un RKO en général, quand tu te prends un RKO, traditionnellement, le lutteur qui se le prend, il reste inanimé au sol sur le ring. Là, le temps du ralenti, Rusev était déjà sur l'allée du ring en train de partir. C'est un peu rapide quand même là. Attends un peu, vends-nous un peu vends-nous un peu le RKO, et parce que là on a l'impression que cette prise est inoffensive là quand on voit ça, et du coup ça donne l'impression que finalement il aurait pu tout à fait s'en relever. Donc c'est complètement pas crédible. Voilà, ça m'a pas mal embêté cette fin. Bref, au niveau de l'évaluation du match, franchement, c'est un 5 sur 10. 5 sur 10, une petite moyenne pour un match ennuyeux, typique de weekly, j'ai envie de dire. Vraiment rien d'autre à dire de plus, et j'espère que ce sera la fin entre les deux et qu'on va vraiment pouvoir passer à autre chose. Malheureusement, je ne sais pas si quelque chose est prévu pour Rusev. Orton, je pense qu'à mon avis, il va revenir avec une feud de peut-être de plus haut calibre avec, je sais pas, Styles, Nakamura, enfin quelque chose d'un peu inédit, puisqu'il n'a affronté encore ni l'un ni l'autre. Et puis pour Rusev, je n'en sais absolument rien. Je suis complètement perdu au niveau de Rusev. Voilà, on va pouvoir passer au match suivant. C'était donc le championnat des États-Unis entre AJ Styles et Baron Corbin. Et non, Baron Corbin, mais aussi Ty. Et oui, Ten. Et oui, c'était la grosse surprise. Et j'étais vraiment hyper heureux quand même que Ty soit intégré enfin dans ce match. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo pronostic, je ne comprenais pas pourquoi Ty n'était pas intégré dans ce match. C'était juste la pure logique, puisque il faut le rappeler, Ty avait battu Corbin clean sur un roll-up dans le SmackDown précédent. Donc il avait complètement le droit de participer à ce triple threat, et alors ça a été, bien entendu, malheureusement ça a été booké très très tardivement, hein, puisque on l'a appris dans le kick-off, hein, puisque il a été voir Daniel Bryan en personne, et finalement Daniel Bryan a accepté sa demande, mais bon, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait plus tôt? Franchement, ils nous le bookent au dernier moment, ils auraient pu le faire bien avant. Bref, c'est pas grave, mais bon, au moins ils l'ont fait. Ça change, hein, parce que c'est vrai que souvent c'est rare qu'un programme change à la dernière minute comme ceci. Parfois ça arrive qu'ils ajoutent des matchs, mais qu'ils modifient la carte d'un match, qu'ils modifient la composition d'un match. Ça, c'est beaucoup plus rare. En ce qui concerne le match, honnêtement, vous vous souvenez de mon pronostic, j'avais donné la victoire de Corbin, j'avais donné une surprise, puisque dans mon scénario à moi, justement, vu que Ty avait gagné à SmackDown, mon scénario c'était de dire que Corbin allait battre Styles, et que dans le SmackDown qui suit, Ty allait réclamer sa chance pour le titre, puisqu'il avait battu ce même Corbin à SmackDown, et on aurait vu aussi Styles réclamer un rematch en tant que champion sortant finalement. Donc et c'est là que j'avais envisagé un triple threat, mais du coup à SmackDown. Finalement ils l'ont fait plus tôt que prévu à Hell in a Cell, donc finalement on en revient au scénario que j'avais établi pour mardi prochain, ou voire les semaines suivantes, et finalement on a bien un Corbin champion, effectivement, puisque Corbin a profité un peu en heel, hein, victoire bien en heel, hein, puisqu'il a profité d'un Phenomenal Forearm
de Styles porté sur Tye Dillinger, mais ensuite Corbin est arrivé pour dégager Styles à coup de pied et pour ramasser les miettes et faire le tomber sur Tye. Donc changement de titre, c'était prévisible pour moi puisque voilà, Styles il avait quand même eu un règne relativement long, pas forcément inoubliable, hein, il faut le dire, et Corbin ne pouvait pas rester encore sur une nouvelle désillusion après tout ce qu'il avait subi, la perte de la mallette et cette défaite assez cuisante contre John Cena en opener de SummerSlam. Il fallait forcément qu'il reparte sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc le nouveau départ semble confirmé pour Corbin, donc il faut maintenant arrêter de parler d'enterrement, hein. Je pense que là maintenant c'est le renouveau qui commence et je pense qu'il a payé sa dette avec cette victoire. En ce qui concerne le match, je l'ai trouvé plutôt bon, j'ai bien aimé le découpage du match et surtout là, finalement, c'est là qu'on voit que c'était quand même une bonne idée de faire ce triple threat, parce qu'on avait vraiment trois lutteurs complètement différents, avec trois styles différents, trois profils différents, avec bien entendu Styles qui régale sur le ring, avec son catch champagne, hein, que tout le monde connaît, Corbin avec son catch brutal, agressif, qu'on connaît également, et d'un autre côté un Tye Dillinger, certes hein, on le sait, qui a pas un catch hyper développé, mais qui a toujours ce catch au courage, ce côté underdog ultime, un peu à la Sami Zayn, un peu à la Rey Mysterio, vous savez, ce gars auquel on ne pense jamais en premier, mais qui peut toujours sortir la surprise à la dernière minute, et il a pas été loin d'ailleurs de la créer cette surprise, et je trouve que le découpage était très bien, puisque chacun je trouve a eu ses moments forts, ses moments faibles. Il y a eu des actions à 2, des actions à 3. Franchement, le découpage, je l'ai trouvé très bien. J'en ai pas vu un plus effacé que l'autre. À ce niveau-là, ça a été très correct. Et il y a vraiment eu plusieurs tentatives de tomber. Corbin qui nous a fait son enchaînement que j'aime bien, c'est son choke slam backbreaker qu'il a porté sur Styles. J'aime bien cet enchaînement. Tye qui a essayé comme souvent son tiebreaker, il n'y est pas arrivé, mais il a tenté quand même des petits paquets, il a tenté quand même surtout des prises pour surprendre plutôt. Puisqu'il n'a pas réussi à porter son finisher. Il a quand même porté son ancien finisher, son hit defeat, hein, sur Styles, qui n'a pas suffi. On a eu le Deep Six. Tentative quand même, Tye qui a quand même réussi à se sortir du Styles Clash, pardon, avec des coups de ruade, hein, des coups de pied. C'était pas mal de sa part d'avoir réussi à se sortir de là. Et puis voilà, Styles comme d'habitude, hein, avec son 450 splash, son phenomenal forearm. Et là, il a sorti sa panoplie habituelle, et puis son calf crusher également, qu'il avait porté sur Tye, mais que Baron Corbin avait réussi à empêcher, il avait empêché Tye Dillinger d'abandonner en le tirant à l'extérieur du ring. Bref, il y a eu beaucoup de rythme, un bon découpage de match, et surtout un match très long. Je ne m'attendais vraiment pas à un match aussi long, hein, c'est plutôt une bonne surprise, hein, 19 minutes, hein. 19 minutes, c'est quand même pas mal du tout, hein, franchement c'était très bien, et je suis content pour Tye, en tout cas voilà, je suis content qu'il ait pu assister en tout cas participer à un match comme celui-ci, et il a vraiment été tout sauf ridicule, donc j'ai vraiment bien aimé ce match. Donc 7 sur 10, ça sera la note de ce match, et aussi on peut dire, hein, quand j'ai appris que ce match était transformé en triple threat match, moi j'ai tout de suite pensé à un truc, je me suis dit s'ils le font, c'est qu'il va y avoir deux choses possibles, soit une intervention extérieure, puisque ce match étant un triple threat match, forcément ça devient un ODQ, donc ça pouvait éventuellement vouloir dire une intervention extérieure, vu qu'il n'y aura pas de disqualification, ou alors deuxième possibilité qui était pour moi la plus probable, s'ils font ça, c'est pour que Styles perde le titre sans se faire battre, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc franchement, j'avais pronostiqué donc la victoire de Corbin, et pour moi c'était forcément Tye Dillinger qui devait prendre le tombé, puisque pour moi du coup ça voulait dire que Styles était protégé et ne perdrait pas clean,
et du coup c'est bien ce qui s'est passé. Corbin a finalement récolté les miettes et il a couvert Tye Dillinger. Voilà, donc c'était un bon petit match qui rattrape bien le match précédent, hein, Rusev Orton qui était beaucoup plus ennuyeux. Donc à ce moment-là, ça remet, on va dire, si je devais faire une courbe, puisque le pay-per-view avait commencé très fort, bah, la courbe était bien redescendue hein, avec le Orton Rusev, et là, elle remontait à nouveau grâce à ce triple threat match que j'ai plutôt bien aimé. Et on va voir ce qui va se passer par la suite, hein, si ça va être un long règne ou pas pour Corbin. En tout cas, c'est bien, ça donne un peu de fraîcheur. C'est bien pour lui, pour Corbin, hein, puisque il avait quand même, il sortait d'une période quand même très compliquée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le match de championnat des États-Unis. On passe au match suivant, le match de championnat féminin de SmackDown entre Natalya et Charlotte. Donc une petite rivalité hein, qui a commencé il y a pas longtemps. On est encore en plein début, donc il faut un peu le temps que ça se développe. Et justement à propos de ça, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo pronostic. C'était trop tôt pour que Charlotte perde clean ce match, puisqu'on est à peine dans le début de cette rivalité. Donc si on fait perdre Charlotte clean, comment on fait derrière? Il peut plus y avoir de rematch. Et du coup, la rivalité, tu peux plus faire grand chose derrière. Donc, c'était le premier point. Deuxième point que j'avais indiqué, c'était la probable, ce qui n'est pas encore certaine, mais en tout cas potentielle, rivalité entre les Four Horsewomen de la WWE et les Four Horsewomen de la MMA. Peut-être dans le cadre des Survivor Series. Si ça devait avoir lieu, je vous avais dit qu'il vaudrait mieux que Charlotte ne soit pas championne. Et de la même façon que Becky Lynch, Bayley et Sasha Banks ne le soient pas non plus. Enfin du coup que aucune ceinture féminine ne soit du côté des Four Horsewomen. Ce qui faisait que du coup, pour moi, il ne fallait pas que Charlotte soit championne au moment des Survivor Series. Ce qui n'empêchait pas à Charlotte de devenir championne à Hell in a Cell, mais ça me paraissait un peu bizarre que ça arrive, parce que du coup il aurait fallu qu'elle reperde cette ceinture peu de temps après. Puisque quand même, Survivor Series, c'est déjà dans un mois à peu près, hein, au courant du mois de novembre. Donc, pour moi, la seule façon de faire, pour que donc Charlotte ne soit pas championne, mais qu'en même temps la rivalité soit prolongée, c'est que le match ne se finisse pas clean. Donc j'avais donné la victoire à Charlotte, pour que du coup elle puisse encore avoir ses chances d'avoir le titre, mais par disqualification. Donc j'avais donné une victoire par disqualification de Charlotte, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour le coup j'ai été très clairvoyant. En ce qui concerne le déroulé du match, hein, on l'a vu quasiment pendant tout le match, Natalya s'est très rapidement attaquée à la jambe de Charlotte. Donc Charlotte a vendu cette blessure pendant tout le match quasiment, pour préparer bien entendu son sharpshooter. Du coup, Charlotte n'a pas eu trop l'occasion de tenter son figure four. Elle l'a tenté, je crois, une fois, mais ça n'a pas suffi. Donc ça s'est passé très vite. Mais surtout, Natalya donc a largement attaqué sa jambe et du coup, elle a fini par porter le sharpshooter. Elle y est arrivée. Mais Charlotte s'en est quand même bien sortie avec une petite roulade pour balancer Natalya tête la première contre le coin. Et elle a même, avec beaucoup de courage, réussi son moonsault à l'extérieur du ring, hein, ça a été pas mal du tout. Il y a eu des petites tentatives de backslide, des petits tombés, il y a eu des petites tentatives de la part de Charlotte. Le match est devenu plus intéressant d'ailleurs à ce moment-là, parce que moi l'attaque sur les jambes, sur les premières minutes du match, ça m'avait paru un peu lassant. J'avais peur que le match finalement ne se termine assez vite. Peut-être une interruption de l'arbitre, un truc dans le genre, parce que Charlotte serait trop blessée, enfin ce genre de choses. Donc finalement, Charlotte a bien tenu le coup, hein, elle a résisté au courage. Donc avec ce moonsault notamment, hein, suicidaire, alors qu'elle était quand même bien diminuée à la jambe, en tout cas bien entendu in kayfabe. Et bizarrement on va dire, alors que Charlotte, que Natalya avait le match en main, elle avait toute
les deux lutteuses étaient à l'extérieur du ring, et Natalya est repartie avec une chaise, elle est revenue et a frappé directement dans le bide Charlotte avec la chaise, et du coup disqualification, donc, et voilà, donc victoire de Charlotte. Donc c'est ce que je vous avais dit, ça permet donc de prolonger la rivalité, donc il va y en avoir forcément des suites, donc avec ce finish. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu SmackDown, donc je sais pas encore ce qu'il en est. Si ça se trouve, à l'heure qu'il est, peut-être que Carmella est cachée, je ne sais pas, je l'ai pas encore vu. En tout cas, à propos de Carmella, on ne l'a pas vu, et c'était aussi mon pronostic, hein, je vous avais dit que je le sentais pas trop, le catch de Carmella à Hell in a Cell, c'était beaucoup trop vendu. Natalya l'avait déjà évoqué dans le SmackDown précédent, donc ça me semblait un peu trop prévisible, donc je ne sentais pas de catch de Carmella, et pour moi, le catch de Carmella a peut-être plus de chances de se dérouler dans un weekly que dans un pay-per-view. Et en plus, il doit avoir lieu, je pense que ce sera plutôt en fin d'année, voire en début 2018, donc avant WrestleMania en tout cas, mais plutôt après les Survivor Series. Donc je pense que ce sera pas pour tout de suite pour le catch de Carmella, même si ça se trouve, elle a peut-être à l'heure qu'il est caché à SmackDown, mais je ne l'ai pas encore vu, donc j'espère pas. Bref, le match, il était vraiment plutôt pas mal, d'une durée très correcte de 12 minutes. On a vu quand même largement pire. Et franchement, les deux lutteuses, on le sait, ce sont des bonnes lutteuses, confirmées. Donc, pour moi, il n'y avait pas trop d'inquiétude sur la qualité du match. Donc les deux filles, on sait ce qu'elles valent sur un ring. Le match était plutôt correct, très correct même. Je lui ai donné la note de 6,5 sur 10. Donc ça les vaut, je pense. C'était quand même un match très correct. C'est pas foufou, mais très correct. Donc j'ai pas envie de taper là-dessus, de taper sur ce match. Il était plutôt bon. Donc même je le mettrais même au-dessus du Orton Rusev, donc c'est dire. Non, franchement, il était plutôt pas mal. Et puis rivalité donc qui va se prolonger, donc un schéma classique, et donc à noter, donc pas d'apparition des Four Horsewomen du MMA, même pas dans le public. Donc pour l'instant, on ne sait pas si cette fameuse rivalité 4 contre 4 va avoir lieu ou pas. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà. On passe maintenant, alors non pas au match suivant, mais au segment suivant. Comme je vous l'avais annoncé dans une petite vidéo bonus juste avant le pay-per-view, c'était le grand retour des Fashion Files, qui était quand même attendu depuis un bon moment, puisqu'on les attendait à SummerSlam. Ils ne sont pas arrivés, on les attendait ensuite à SmackDown, ils ne sont pas arrivés, et finalement on les a annoncés pour Hell in a Cell, donc le grand retour, donc The Return, comme le nom indiquait le nom de l'épisode. Et on a vu The Ascension, comme très souvent, qui ont délivré qui ont porté un tube, une affiche dans un tube à Tyler Breeze, donc avec toujours les jeux de mots, tube, to be, on revenait sur le to be de l'épisode précédent, qu'on avait pu voir et écrit sur une caisse, et finalement le tube n'était qu'un poster des Ascension qui disait We want to be your friends, donc une invitation à être leurs amis, chose que les Breezango ont très rapidement refusé. Donc les Ascension sont partis, et ensuite la porte, quelqu'un a frappé à la porte, Tyler Breeze a rouvert la porte et a dit non, les Ascension, on vous a déjà dit qu'on ne voulait pas de vous, sauf qu'il n'y avait personne derrière, à part cette petite mallette en cuir, comme vous pouvez le voir à l'écran, que Tyler Breeze a récupéré. Il a demandé à Fandango ce qu'il allait faire avec, et il lui a dit, on l'ouvre. Et effectivement, ils l'ont ouvert tous les deux, et voilà ce qui est apparu. Donc on ne sait pas ce qu'il y avait en dessous, mais on a vu donc cette lumière dorée apparaître. Ça fait très Goldust, mais je ne pense pas qu'il y ait un lien. Mais en revanche, alors ils ont toujours marché sur le jeu de mots avec Briefcase, et ils ont dit que cette mallette, finalement, c'était une new case, donc une nouvelle affaire. Et c'est comme ça, du coup, qu'ils ont terminé l'épisode. Donc, ça ouvre à nouveau sur quelque chose d'autre. Voilà, ils vont encore étirer le truc jusqu'à X temps. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais ça commence à faire beaucoup. Et on se demande toujours, est-ce qu'il y a vraiment une fin à tout cela?
et on commence vraiment à s'interroger à ce sujet. Et d'ailleurs, ils nous ont vendu encore pour le suivi un Pulp Fashion. Encore un mot avec Pulp, donc probablement donc je n'ai pas encore vu comme je vous le disais SmackDown, donc je vais voir, je vous dirai ultérieurement ce que j'en ai pensé et voir s'il y a des avancements au niveau de l'enquête. Voilà, c'était pour la petite parenthèse sur les Fashion Files. On passe au match suivant, et oui, c'est déjà maintenant. Et oui, le match pour le championnat de la WWE entre Shinsuke Nakamura et Jinder Mahal. Alors c'est quand même une mini surprise, puisque le match de championnat de la WWE non seulement n'est pas en main event, mais n'est pas non plus en pré-main event, mais seulement en pré-main event. Hein. C'est dire l'importance du titre actuellement, hein, en même temps vu celui qui le porte, et vu la qualité de la rivalité actuellement, ce n'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Voilà quoi. C'est vu cette rivalité pourrie et tout ce qu'il y a eu depuis le début entre les deux lutteurs, franchement ça donnait pas envie de voir ce match. Ça a été confirmé ensuite sur le ring, puisque comme d'habitude, sans surprise, je me suis bien fait chier durant ce match. Chacun a fait comme d'habitude, Shinsuke a fait son Shinsuke avec ses coups de pied, ses coups de pied, ses coups de pied. Mahal, son strict minimum, comme d'habitude, et les Singh Brothers ont foutu leur merde à l'extérieur pour distraire l'arbitre, comme d'habitude. Alors la petite différence, c'est que les Singh Brothers ont fini par se faire virer par l'arbitre Charles Robinson, puisqu'ils étaient intervenus pour essayer de sauver Mahal. Il y en a même l'un des deux qui était sur le ring. Robinson l'a vu et finalement il a sorti les deux Singh Brothers. Sauf que pendant qu'il les a sortis à l'extérieur du ring, Nakamura en a profité avec un Kinshasa. Du coup, l'arbitre allait revenir sur le ring. Les Singh Brothers ont à nouveau distrait l'arbitre. Du coup, l'arbitre est arrivé sur le ring un peu tardivement, ce qui a permis à Mahal de se dégager du Kinshasa en tenant la première corde avec sa main. Du coup, une fois que les Singh Brothers sont partis, les deux lutteurs sont partis un peu à l'extérieur du ring, mais Nakamura a ramené Mahal vers le ring. Il a tenté un nouveau Kinshasa, mais esquivé par Mahal, puisque le Kinshasa est arrivé directement, enfin en tout cas le genou de Nakamura est arrivé directement dans le coin, et Mahal, après avoir raté une première tentative de Kalash, cette fois-ci donc capitalise sur ce coup de genou dans le coin avec une deuxième tentative de Kalash qui cette fois-ci touche sa cible, et donc victoire sans surprise de Jinder Mahal, qui conserve encore et encore son titre de champion de la WWE. On ne sait pas encore jusqu'à quand ça va durer cette mascarade, indienne, là, cette lubie indienne de Monsieur Vince. Voilà, ça continue, ça continue. Et ce n'est pas une surprise, on vous l'avait dit. Dans la vidéo pronostic, je vous l'avais dit, la WWE va faire une tournée en Inde au mois de décembre, donc il vaut mieux avoir un Mahal champion lorsqu'ils vont arriver en Inde, c'est normal. Mahal sera bien entendu présent. Nakamura, il est pas buildé comme un futur champion, il a pas la gueule il a pas le booking d'un futur champion. Désolé, il est pas convaincant dans un ring. Et Vince, je ne suis pas convaincu qu'il soit un fan de Nakamura. Et voilà ce que ça a donné. Encore une défaite. Et en plus, cette fois-ci, on peut le dire clean, puisque les Singh Brothers sont partis. Donc après, autant la défaite de SummerSlam, bon, on a vu que les Singh Brothers avaient foutu leur merde. Il était clairement responsable de la défaite de Nakamura. Mais là, les Singh Brothers étaient évacués du ring, et du coup, il n'y a plus d'excuses. Et bien, au final, Nakamura perd clean. Donc du coup, je vois pas trop maintenant ce qu'ils pourraient faire avec Nakamura. Enfin, en tout cas, je pense que la rivalité, là, ils vont plus beaucoup
Si, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent tenter. Je pense qu'ils sont capables de tenter un match numéro 3, un peu comme avec Orton, puisque Singh Brothers quand même avait eu un petit impact. Donc ils sont tout à fait capables de faire un troisième match avec les Singh Brothers bannis du ring cette fois-ci. Donc peut-être encore peut-être un steel cage match, hein, parce que bon, le Punjabi maintenant c'est bon, c'est terminé. Peut-être un steel cage match ou quelque chose qui empêcherait les Singh Brothers d'intervenir, ou pourquoi pas le grand retour de la Shark Cage match, hein, puisque c'est un peu la stipulation de l'année, hein. Pourquoi pas. En tout cas, match très moyen, hein, sans surprise, hein, 5,5 sur 10 pour ma part. Deux lutteurs voilà, qui ne m'enchantent pas sur un ring, c'est un peu comme Orton Rousseff, donc je ne m'attendais pas à mieux. Et au niveau de la durée, c'était très très similaire à SummerSlam, c'était à peine plus long, hein, 30 secondes de plus, 12 minutes. Franchement, j'en voulais pas plus, ça me va très bien comme ça. Et on pouvait tout de suite s'arrêter comme ça. Voilà, en tout cas, rien d'autre à dire sur ce match qui m'a bien ennuyé. Et c'était, sans surprise aussi, le match, le moins bon match de la soirée avec Orton Rousseff. On passe au match suivant, hein, l'avant-dernier match entre Bobby Roode et Dolph Ziggler. Donc on le sait, hein, le build-up était pas terrible, hein. Il s'agissait surtout de présenter un peu Bobby Roode au public, hein, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore bien. C'était quand même les grands débuts de Bobby Roode en pay-per-view, et comme comme ils avaient pu le faire avec Nakamura pour ses débuts aussi en pay-per-view, et bien c'est à nouveau Dolph Ziggler qui a joué le rôle de jobber de luxe, hein, en quelque sorte, dans un match, hein, qui aura duré exactement 11 minutes 30, match tout à fait classique de Weekly, j'ai envie de dire. Qui m'a pas emballé, hein, un peu à la manière d'Orton Rousseff ou de Mal Nakamura. Ouais, voilà, je me suis pas hyper, je suis un peu ennuyé, je n'ai pas trouvé ce match très divertissant. Voilà, je sais pas, j'en retire pas grand chose de ce match, si ce n'est donc la fin en fait, hein, la séquence de fin, où il avait tenté un Glorious DDT, Bobby Roode, et finalement il n'a pas réussi à le porter, et il y a eu un festival de roulade pour terminer, hein, avec Dolph Ziggler qui tentait à chaque fois de tirer un peu le short, enfin le pantalon de Roode, et c'était retourné après par Roode, et à nouveau retourné par Ziggler qui retenait à nouveau le pantalon de Roode, et au final c'est Roode qui reprend encore l'avantage avec une petite roulade, et en tenant cette fois-ci le pantalon de Ziggler, donc pour prendre un peu sa revanche, et donc victoire en quelque sorte un peu en heel, hein, de Bobby Roode, hein, mais pour se venger un peu des prises précédentes de calbut de la part de Ziggler. Donc victoire un peu étonnante on va dire dans la manière de Bobby Roode. Je m'attendais plus à un Glorious DDT. Et à noter que dans la foulée de cette victoire, il n'a pas eu le temps de la savourer, hein, Bobby Roode. Dolph Ziggler s'est tout de suite vengé avec un zigzag. Et il est parti un peu dégoûté, un peu furieux, et je pense que ça va permettre de prolonger la rivalité, du coup ça permet aussi à Bobby Roode d'avoir une première victoire en pay-per-view pour ses débuts dans le main roster. Voilà, victoire absolument sans surprise de Bobby Roode comme je vous l'avais pronostiqué. Ziggler, voilà, hein, comme je vous disais aussi, hein, il fait partie de la liste des quelques personnes, hein, comme Bray Wyatt, ou comme Rousseff, dont on ne sait plus trop vraiment ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression qu'il y a pas que c'est un peu l'impasse pour Ziggler. À noter que son entrée, hein, que j'attendais, hein, c'était peut-être le seul suspense, le seul intérêt de ce match, c'est l'entrée de Ziggler. Finalement, il n'y en a pas eu, puisque sa musique habituelle a retenti, et s'est tout de suite interrompue pour finalement laisser place à une entrée sans Titantron et sans musique, donc une entrée absolument épurée au possible, d'une sobriété sans nom. Et c'était peut-être pas plus mal comme ça, parce que j'avais peur d'une entrée ridicule, avec une tenue extravagante ou je ne sais quoi. Finalement, il est arrivé d'une façon très très sobre, sans musique, sans rien, et donc un Titantron noir, éteint. C'était pas plus mal comme ça. Voilà, donc un match que j'ai noté 6 sur 10, donc un match moyennasse, surtout de présentation pour Bobby Roode. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais apparemment la rivalité en tout cas est partie pour continuer encore un petit peu.
Et enfin, on termine avec le main event tant attendu, puisque finalement, ça aurait été le main event, et je pense que c'était mieux ainsi. Kevin Owens contre Shane McMahon dans un Falls Count Anywhere Hell in a Cell match. Rien que ça. Alors déjà, on peut le dire, pas de match backstage préenregistré, comme le disait une rumeur, mais match qui a démarré hors de la cage, puisque Shane s'est rué sur Owens avec un petit saut chassé, avant même que Owens ait pu rentrer dans la cage. Du coup, le match a démarré hors du ring, et après une petite baston hors du ring, les deux hommes sont finalement entrés dans la cage 2 minutes après, et le match a véritablement pu démarrer à ce moment-là. On a vu un pop-up powerbomb contré par Shane par un triangle, c'était joliment fait et c'est quelque chose que je n'avais moi personnellement jamais vu auparavant, c'était pas mal du tout. Shane a pris pas mal de bumps quand même, avec notamment un shooting star press raté et un powerbomb qu'il a pris sur les escaliers. Mais Owens a également en a pris pas mal, avec notamment une tentative de cannonball sur Shane alors que Shane était couché contre une table, et Shane a esquivé, et du coup Owens a fait un cannonball contre la table qui s'est complètement détruite. C'était quand même un joli spot. Shane arrivera en plus à porter par la suite son fameux coast to coast. Il a suffi qu'il sorte une poubelle de sous le ring pour comprendre immédiatement qu'il allait porter ce fameux coast to coast qui était joliment exécuté. À ce moment-là, Shane regarde alors vers le ciel et on devine alors ce qu'il veut faire, mais à ce moment-là, pour faire ce qu'il veut faire, il faut qu'il sorte de la cage. C'est ce qu'il cherche à faire, mais il voit que la porte est scellée. Et du coup, il va récupérer sous le ring une pince pour briser la chaîne. C'est ce qu'il d'ailleurs exécute juste après. Les deux hommes continuent alors le match hors de la cage. Owens place Shane sur la table des commentateurs et s'apprête alors à prolonger sur lui, probablement avec un frog splash à partir d'une barricade, mais pour lui ça ne suffit pas, et finalement il se ravise et décide de carrément grimper toute la cage. Il arrive sur le toit alors de la cage, et là on le voit hésiter, et finalement il se ravise, il n'arrive pas, on sent qu'il a peur, il n'ose pas. Finalement Shane alors décide de le rejoindre pour monter sur le toit de la cage. Et s'ensuit alors une petite baston qui a duré quand même un certain temps au-dessus de la cage. Donc là évidemment ça ajoute à la dramaturgie, parce qu'on se demande ce qui va se passer, est-ce que la cage va tenir, est-ce que quelqu'un va pas passer à travers, un peu à la Mick Foley, on se demande ce qui va se passer. Il y a quand même en plus pas mal de bumps, il y a un Russian leg sweep, il y a un enfourchement. Il y a même un pop-up powerbomb porté par Kevin Owens sur Shane. La cage tient toujours, bien heureusement. Finalement, Kevin Owens, un peu on va dire en peureux, décide finalement de descendre la cage lui-même. Shane essaie de l'en empêcher, mais il continue à descendre. Shane finalement le rejoint, descend aussi, et petite baston donc à mi-hauteur sur du côté donc plutôt côté table des commentateurs. Finalement Shane McMahon porte un coup de boule, en tout cas frappe la tête de Kevin Owens sur la cage, et par un effet de rebond, Kevin Owens retombe directement sur la table des commentateurs qui se détruit immédiatement. Donc là c'était un gros spot, gros spot. Kevin Owens est inanimé, on lui met une minerve, donc là on croit qu'il est out, complètement out. Shane McMahon mais ne veut pas en rester là, il va le chercher, il le ramène, qu'est-ce qu'il veut faire? Il continue son assaut, et il le met carrément sur la table des commentateurs, donc qui était encore intacte, celle d'à côté, et il n'en démord pas, il veut porter son spot, ce fameux spot du haut de la cage, et c'est ce qu'il fait. Il monte carrément au haut de la cage, donc on revit la scène avec l'Undertaker. Shane est incroyable dans ce match, et il fait sa petite prière habituelle, il se prépare à sauter, et là, que se passe-t-il? Il saute, mais esquive, il tombe en plein sur la table, donc le coup de coude est porté dans le vide, donc très mauvaise réception pour Shane McMahon, qui évidemment est inanimé, et on lui porte secours avec une minerve aussi, mais ce qu'on ne voit pas tout de suite, et qu'on voit par la suite après, c'est que finalement, après le ralenti, Kevin Owens a été finalement tiré de la table, donc on l'a évité, on l'a sorti
de la table pour éviter justement qu'il se prenne ce coup de coude. Et c'est là qu'on voit Sami Zayn qui arrive. Et c'est que je vous avais prédit dans ma vidéo pronostic est bien arrivé. Sami Zayn a en quelque sorte, hein, il reste à confirmer, mais je n'ai pas vu SmackDown, faudra le confirmer, mais en tout cas a amorcé en tout cas un heel turn, mais je ne peux dire qu'amorcer parce que il n'a pas vraiment eu une attitude de vrai heel, j'ai envie de dire, puisqu'il a pas, son visage ne s'est pas, n'a pas changé, il n'est pas devenu complètement bad boy, il a pas, on l'a vu dans son regard, qu'on semblait un peu gêné, on se disait, on a l'impression qu'il a fait ça comme si c'était, comme s'il n'avait pas le choix, et qu'il a fait, comme s'il faisait ça à contre-cœur, et c'est vraiment ça qu'on a senti, donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de parler de heel turn, en tout cas, à Hell in a Cell. Je n'ai pas encore vu SmackDown, mais à ce moment-là, je n'ai pas envie de parler de heel turn, mais en tout cas, il y a un revirement de situation, et je vous l'avais dit, puisque il y avait ce fameux segment backstage dans le SmackDown précédent, où il prévenait Shane McMahon de l'attitude de Kevin Owens, qui était complètement instable. Ils étaient meilleurs amis, mais il n'a pas hésité à le trahir, et c'est quelqu'un d'instable. Il l'avait prévenu, et il s'est fait renvoyer dans les roses par Shane McMahon, et je vous l'avais dit que ce segment n'était pas laissé au hasard, et qu'il allait sûrement se passer quelque chose avec Sami Zayn dans ce match. Et ça n'a pas loupé, donc intervention de Sami Zayn, et il en est pas resté là, Sami Zayn, puisque à ce moment-là, bien sûr, Kevin Owens est complètement KO, Shane McMahon encore plus avec la Minerve, mais Sami Zayn, n'oublie pas que quand même la stipulation du match, c'est aussi un Falls Count Anywhere match, et du coup, il tire le bras de Kevin Owens pour le placer sur Shane McMahon pour qu'on puisse le couvrir, et il ordonne à l'arbitre qui était à côté de faire le compte, hein, ce qui est tout à fait légal, puisque c'est un Falls Count Anywhere match, et en plus il n'y a pas de disqualification, donc il a le droit de faire ce qu'il veut, et l'arbitre finalement s'exécute et fait le compte, donc ça se termine comme ça, victoire de Kevin Owens, pour le coup, pas de surprise, hein, puisque cette victoire de Kevin Owens paraissait logique, une victoire de Shane n'était absolument pas crédible, et pour le scénario c'était parfait, il fallait absolument qu'il y ait un retournement, un twist de la part de Sami Zayn, hein, puisqu'on le voyait de plus en plus impliqué dans cette feud depuis quelques semaines, et ça paraissait évident que Sami Zayn allait faire quelque chose dans ce match. En ce qui concerne le match, c'est quand même absolument incroyable, la durée. Je l'ai vérifié, je l'ai compté, 38 minutes 45. 38 minutes 45. Rappelez-moi la dernière fois qu'on a vu un mini-event de 38 minutes 45. Je ne parle pas du Royal Rumble, hein. Un match simple, enfin un match par équipe ou un match normal, de 38 minutes 45 en main-event. C'est absolument irréel, surtout qu'on a quand même, parmi les participants, parmi les combattants, quelqu'un qui n'est pas régulier, qui n'est plus lutteur régulier, et qui a quand même un certain âge. Donc, je l'avais envie de vraiment lancer un grand coup de chapeau à Shane McMahon, vraiment, qui a pris énormément de bumps, énormément de risques, qui met sa vie en danger, véritablement, dans une stipulation quand même, Hell in a Cell, qui est quand même une stipulation foutrement dangereuse, et vraiment, il faut avoir les couilles pour le faire. Et pour sauter de la cage comme il l'a fait. Et surtout, se taper un bump pareil. Avec un coup de coude dans le vide. Non mais, c'est incroyable. Et ça nous rappelait finalement ce qui s'est passé avec Taker. Où Taker aussi avait aussi esquivé. C'est incroyable. Incroyable ce qui s'est pris, le nombre de bumps qui s'est pris, et puis le popper powerbomb sur la cage, et le powerbomb sur les escaliers, il en a pris plein la gueule, et Kevin Owens bien entendu aussi. Ça a été un match très brutal, stipulation respectée, hein, avec alternance entre la cage, l'extérieur du ring, pour ne pas oublier que c'était quand même un Falls Count Anywhere match, même si j'aurais quand même souhaité, allez, on va faire la fine bouche, j'aurais souhaité un petit peu plus de tentatives de tomber à l'extérieur du ring, pour rappeler un petit peu plus quand même que c'était un Falls Count Anywhere match. C'était juste ça que j'aurais peut-être un petit peu plus insisté là-dessus. Mais sinon, stipulation originale, hein, avec cette alternance cage, hors cage,
Et de toute façon il le fallait, hein, puisque sinon le Fall Count Anywhere match, si on reste dans la cage, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc on pouvait se douter qu'ils allaient ressortir de la cage, et c'est pour ça aussi que sortir de la cage, ça laissait une ouverture vraiment pour une intervention extérieure. Puisque tant que la cage est fermée, on peut se dire que ça va être compliqué qu'il y ait une intervention extérieure. Mais là, pas de problème. L'intervention extérieure, on la sentait encore plus venir, hein, à partir du moment où ils sont sortis. En ce qui concerne la note du match, franchement, j'ai beaucoup aimé ce match. Ça a été vraiment irréel ce match, vraiment. Et puis avec ce twist final, cette brutalité, tout ce qu'ils se sont donné, tout ce qu'ils se sont mis sur la gueule, franchement, c'était quand même un super match. Je lui donne la note, allez, de 8. Allez, on va même dire 8,5 sur 10. Je lui ai donné 8,5 sur 10 parce que c'était quand même, voilà, l'un des matchs de l'année. Pour moi, c'est l'un des matchs de l'année. Parce que, franchement, combien de matchs seront à ce niveau-là à l'issue de l'année? À la WWE, je parle. Hein. Il n'y en aura pas beaucoup. Franchement, il n'y en aura pas beaucoup. Et encore plus, c'est d'autant plus incroyable que c'est Shane McMahon. Donc ce n'est même pas un catcheur régulier. Il arrive à vous produire des matchs pareils. Ça, c'est quand même une grande leçon. Une grande leçon pour tout le monde. Vraiment, un grand coup de chapeau, vraiment, à Shane McMahon pour avoir fait ça. Un match de presque 40 minutes. Vous vous rendez compte? Un match de presque 40 minutes. On pourrait pratiquement parler d'un Iron Man match, là. C'est incroyable ce qu'ils se sont mis sur la gueule. Franchement, je suis vraiment stupéfait et estomaqué par cette prestation. Et bien sûr, il faut surtout pas oublier Kevin Owens. Vraiment, qui est là, c'est vraiment un peu j'ai envie de dire le Styles de l'année dernière au niveau de SmackDown. Là, c'est vraiment quelqu'un qui te porte SmackDown en ce moment et qui te la met vraiment, qui te la replace sur la carte et qui tient presque à bout de bras cette brand. Hein. Bien sûr, on n'oublie pas Styles, mais là, Owens avec cette grosse feud hein, avec les McMahon, prouve que là, c'est vraiment quelqu'un avec qui il faut compter. Un excellent heel. Vraiment le meilleur heel de la WWE actuellement et depuis même plusieurs années avec les spots qu'il a pu réaliser, la façon dont il a bumpé aussi sur la table, comme il a vendu cette blessure, cette civière, etc., la Minerve et tout, la façon dont il s'est montré sonné, Sami Zayn qui intervient, KO, Kevin Owens KO justement, c'est le cas de le dire, complètement KO. Ça a été vraiment, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé le scénario de ce match, vraiment. Voilà, vraiment ça fait plaisir parce que je suis quelqu'un qui est quand même compliqué qui est difficile à convaincre et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce main event qui a tenu vraiment ses promesses et qui est à la hauteur du build-up. Hein. Franchement, build-up, combat. Voilà un gros package, voilà ce que la WWE devrait faire plus souvent. Et dire que je n'ai pas encore vu ce qui s'est passé à SmackDown, donc ça promet. Voilà, vraiment, ça conclut un pay-per-view vraiment de très bonne facture. Certes, il y a eu des matchs en dessous, hein, Orton Rusev, Mahal Nakamura, ce qui n'était pas une surprise pour ces deux matchs, et Roode Ziggler, qui était plus à niveau weekly, match de présentation pour Roode. Voilà, match correct, mais rien d'autre à dire de plus. Sinon, les autres matchs étaient vraiment plutôt solides. Match féminin, vraiment plutôt pas mal. Le tag team match, vraiment super solide aussi. Les deux Hell in a Cell hein, qui ont ouvert et conclu le show. Franchement, ça a été une bonne idée de les mettre au début et à la fin. Ça a permis de super bien lancer le pay-per-view et de super bien le conclure. C'était la bonne idée au niveau du booking. Le match US aussi, 20 minutes de combat, vraiment pas mal du tout. Et franchement, au global, j'ai envie de dire que c'est le pay-per-view de l'année. Pour le moment, pour moi, c'est le pay-per-view de l'année à la WWE. Et je pensais pas que ça allait être un aussi bon pay-per-view vu la carte qui était correcte, mais voilà, sans plus. Au vu des build-up, voilà, je m'en attendais pas grand chose, et là franchement ça a été au-delà de mes espérances, donc je suis vraiment très satisfait de ce pay-per-view. Je vais lui donner la note de 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Franchement, pour moi c'est un excellent pay-per-view. Ça sera celui qu'il faudra regarder à la fin de l'année lorsqu'on devra faire le bilan. Pour moi c'est ça, c'est le pay-per-view
qu'il faudra retenir, probablement, en attendant, même s'il en reste encore d'autres, mais celui-là, en tout cas, ça sera podium de l'année, ça ne fait aucun doute, et avec un ou deux matchs qu'on pourrait mettre parmi les matchs de l'année, avec les deux Steel Cage matchs, ah, n'en pas douter. Voilà, je suis désolé, la review fait 1 heure, ça a été très très long, donc je l'ai faite en réaction en direct, hein, à l'issue de chaque match je réagissais, donc c'est plus une espèce de live review, donc ça fait un peu long. Désolé, je vais conclure. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Je vais sûrement réagir par rapport à ce qui s'est passé à SmackDown, hein, ce week-end. Je vous ferai une vidéo pour faire une petite mise à jour s'il y a eu des choses qui se sont passées cette semaine. En tout cas, merci de votre écoute. Donc, on se retrouve très bientôt, donc sûrement ce week-end. Bonne fin de semaine à tous. Et d'ici là, bien entendu, vive le catch. Ciao à tous.